Bonsoir, nous sommes le mercredi 28 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale accompagnée de nos invités ainsi que des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Lors de son déplacement au Mureaux, au début de la semaine, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures pour les banlieues et notamment la mise en place de délégués gouvernementaux chargés, en lien avec le maire, de redonner force et cohérence à l'action publique locale. Trappes fait partie des 3 villes déjà sélectionnées. En colère contre la réforme de l'aide juridictionnelle, les avocats poursuivent leurs actions. Nous ferons le point avec Maître Pierre Bordessoul de Bellefeuille, président de la section versaillaise des syndicats des avocats de France. Et enfin, la joueuse professionnelle de softball Megan Willis, qui évolue en Floride dans le championnat américain, de passage en France pour un atelier découverte. Elle était hier avec les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Et c'est la deuxième fois qu'il fait le déplacement en Syrie. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate, est actuellement aux côtés de Bachar al-Assad. Un déplacement avec 2 autres députés de droite pour échanger sur le conflit actuel. Il n'appartient pas au pays étranger de décider qui doit diriger la Syrie. Il appartient aux Syriens de décider, a déclaré celui qui, par ailleurs, se présente à la primaire organisée par la droite en vue de la présidentielle de 2017. Des rencontres avec le vice-ministre des Affaires étrangères du pays ou encore le grand moufti de Damas sont prévues, bien que le Quai d'Orsay désapprouve les visites du parlementaire français. Et vous, que pensez-vous de ce déplacement? Faut-il garder des liens diplomatiques avec la Syrie? C'est notre question du jour. Regardez. C'est important qu'il y ait des personnes comme ça, justement, qui fassent la transition et nous transmettre ce qui se passe aussi ailleurs pour mieux comprendre beaucoup de choses. Tout seul, c'est un peu... il ne va rien faire, le pauvre monsieur. Ça nous coûte de l'argent, c'est qui paye ça? C'est contribuable? Ce n'est pas le rôle d'un député local, parce que normalement d'appliquer une politique qui est la politique qui est choisie au niveau national par le président de la République ou par un truc comme ça, quoi qu'il en soit, de quel bord qu'on soit. Je ne sais pas si c'est son rôle, mais je serais d'accord qu'il le fasse. Pourquoi pas? Si ça doit amener des améliorations et si ça doit amener des éléments un peu plus pacifiques actuellement, pourquoi pas? Et Jean-Frédéric Poisson sera l'invité de la rédaction ce vendredi dans le journal présenté par Wilfried Richy. Et enfin, je vous le disais en titre, le 26 octobre dernier, lors du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures concernant les quartiers dits défavorisés, notamment la nomination de délégués du gouvernement sur 10 sites pilotes pour faire émerger de nouvelles méthodes de travail en lien avec le préfet et le maire. Portée volontaire, la ville de Trappes fait partie de ces communes qui expérimentent prochainement ce nouveau dispositif. Les explications avec William L. Cette nouvelle mesure vient compléter la mise en œuvre du contrat de ville. Une dizaine de sites pilotes vont bientôt expérimenter une démarche partenariale avec l'État. Annoncée le 26 octobre par le Premier ministre, la nomination de délégués du gouvernement qui travailleront en lien avec le préfet et le maire. Il aura l'autonomie nécessaire, notamment budgétaire, pour mobiliser les ressources du territoire, administration comme association, afin de bâtir de manière réactive et créative des solutions sur mesure pour obtenir des résultats tangible pour les habitants. L'objectif, redonner force et cohérence à l'action publique locale. Pour cette mission, l'État travaillera conjointement avec le Conseil national des villes récemment réorganisé. Sont concernés par cette opération 17 quartiers sur 10 villes pilotes, dont la commune de Trappes. Je pense des décisions en ce qui concerne les services extérieurs de l'État, les mises en place de financement et puis la mobilisation, si je peux dire, du partenariat qu'on a avec Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale, avec les différents bailleurs. Ce dispositif interviendra sur des projets spécifiques dans des quartiers identifiés localement comme prioritaires. Des moyens d'intervention dédiés seront mobilisés et les habitants du quartier seront associés à chaque étape du processus. En ce qui concerne les points d'appui particulier et puis le renouvellement urbain, ça concerne Camus, Védrine et la Cité Nouvelle. Pour le moment, aucun budget n'est encore dévoilé. Une feuille de route avec le nom des personnalités missionnées sera remise avant la fin de l'année. Un premier bilan sera réalisé d'ici un an.
Et nous allons à présent parler de la mobilisation des avocats. Nous sommes en plateau avec maître Pierre Bordessou de Bellefeuille, président des syndicats des avocats de France pour la section Versailles. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes ici pour parler de la grève des avocats, mais dans les Yvelines, ils sont mobilisés. Déjà la semaine dernière, lundi, il y avait une première mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en somme les causes de cette mobilisation ? Alors, la manifestation de lundi répondait à quelque chose d'un peu spécifique, puisqu'il y a une dizaine de jours, il y a eu des confrères qui se sont fait molester à Lille, qui ont été traînés par terre. Un bâtonnier a été ceinturé. C'était des avocats qui manifestaient dans leur juridiction, pacifiquement, paisiblement et tout à fait légalement. On croyait que cet événement serait unique, il ne l'a pas été, puisqu'il y a eu des événements pénibles à Toulouse, où cette fois-ci, de nouveau, des avocats qui n'étaient absolument rien agressifs ont été gazés. Il y a eu une quinzaine d'avocats qui ont été gazés, dont 3 qui ont dû faire l'objet de soins médicaux. Et ça s'est encore renouvelé à Boulogne, où le même bâtonnier de Lille qui avait été ceinturé une deuxième fois a été molesté. Ça n'était jamais arrivé jusque-là dans l'histoire de la République. Donc, les avocats présents, puisque nous sommes en période de fête au barreau de Versailles, ont voulu marquer le coup et derrière leur bâtonnier, avec les syndicats et avec tous les avocats qui ont pu être présents, il y a eu une première manifestation d'indignation. Sincèrement, on pensait que le phénomène serait unique et on s'aperçoit qu'il s'est inscrit dans une série d'événements qui sont extrêmement fâcheux. Ça fait donc 3 semaines que le mouvement est lancé. Pour vous, c'est une provocation du gouvernement de réagir comme ça par rapport à cette mobilisation ? Je ne suis pas à la place du gouvernement, mais je ne peux que rapprocher quelques circonstances. Nous sommes en train, à l'heure actuelle, au Sénat, de discuter du budget de la justice. Et ce débat commence au Sénat, et dans les heures qui suivent le début de ce débat, on voit des violences qui n'avaient jamais été exercées jusque-là. C'est vrai qu'il y avait une prise de position qui avait été faite par le Conseil national des barreaux pour la grève. Je dois avouer que l'attitude du gouvernement en matière de négociation est tout à fait singulière. Envoyer des CRS sur des avocats qui veulent dialoguer, qui veulent continuer à dialoguer avec la chancellerie, ça ne s'est jamais vu. Je crois effectivement que Mme la garde des Sceaux ou le gouvernement a passé un certain cran. Il y a eu des robes qui ont été déchirées à Lille. Je me rappelle de l'indignation, je crois, de notre Premier ministre quand on avait déchiré la robe d'une personne chargée de relations humaines à Air France, pour ne pas le dire. Il n'y a pas eu, que je sache, de la part de M. Valls, un mot d'excuse pour ces violences commises envers des gens qui travaillent dans un tribunal et qui ont été agressés aux portes de leur palais de justice dans le cadre de revendications qui leur semblent tout à fait légitimes dans l'intérêt des justiciables, plus que des avocats du reste. Alors revenons également sur les causes du mouvement. Il est dû notamment à la réforme proposée par Christiane Taubira et adoptée jeudi dernier par les députés. Alors c'est l'aide juridictionnelle, donc l'aide juridictionnelle c'est sous quoi vous vous mobilisez. C'est une aide financière de l'État pour les plus démunis qui ne peuvent pas se payer un avocat lorsqu'ils sont partie prenante d'une procédure judiciaire. Donc cette aide juridictionnelle va être complètement remaniée. Et vous n'êtes pas d'accord justement avec la façon dont cela va être remanié ? Elle ne va pas être profondément remaniée. On pensait qu'effectivement elle serait profondément remaniée et qu'il y aurait une adaptation, par exemple, des indemnisations par rapport au nombre d'heures de travail. Ça n'est absolument pas le cas. On a le sentiment qu'on va réduire là où il y a le plus de contentieux. Et où est-ce qu'il y a le plus de contentieux ? C'est dans les accidents de la vie. Ça va être dans un divorce, le juge aux affaires familiales. Ça va être dans une expulsion, conseil des prud'hommes. L'expulsion, tribunal d'instance, ou un licenciement, conseil des prud'hommes. Ce sont les 3 domaines qui sont le plus touchés. C'est là où il y a plus de réduction. Autrement dit, on en vient à considérer que les accidents de la vie doivent mériter quasiment le moins d'indemnisation possible. Je parlais tout à l'heure de l'expulsion devant le tribunal d'instance. L'indemnisation qui est prévue au bénéfice d'abord du justiciable, puisque c'est lui qui remplit la demande, est de l'ordre de 150 €, alors qu'avant, elle était de l'ordre de 300 €. 150 €, ça doit être 2 heures de garagiste. Quand vous avez un accident de voiture, votre véhicule est gravement endommagé. Je disais que j'étais dans le cadre d'une expulsion, c'est quand même un accident très grave. Vous iriez voir un garagiste en lui disant « Voici les clés de ma voiture, n'y passez pas plus de 2 heures ». Donc concrètement, les avocats qui vont défendre ce genre de cas et qui sont commis d'office vont être moins payés. Ils étaient déjà indemnisés. Je ne pense pas qu'on puisse parler de paiement. On a abouti à des calculs sur le barreau de Paris, par exemple, en matière de garde à vue. En matière de garde à vue, nuit et jour, 365 jours de l'année, vous avez des avocats qui sont disponibles. Au barreau de Paris, ils se sont amusés à calculer la nouvelle indemnisation, combien ça ferait. Eh bien, ça ferait 7 € de l'heure.
je ne suis pas sûr qu'il y ait sur ce plateau de télévision ou à l'écoute sur vos téléspectateurs beaucoup de gens qui accepteraient de travailler pour 7 € de l'heure pendant 48 heures, puisqu'il est question d'une forfaitarisation de la garde à vue. Voici donc le genre de résultat auquel on aboutit. On a des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office qui seront déficitaires, mais au-delà de tout ce qu'on avait auparavant. Il s'agit d'une imputation sur ces 3 accidents de la vie que j'ai cités, qui sont le divorce, l'expulsion de son domicile, le licenciement. C'est plusieurs dizaines de pourcents de réduction qui sont prévus par le ministère. Vous comprenez qu'à travers nous, à travers nos robes déchirées, à travers nos bâtonniers molestés, quelque part, c'est le justiciable à qui on vient dire « mais votre dossier, il n'est pas sérieux, il ne mérite pas plus que 2 heures de garagiste ». Vous pensez que là, ça va être le justiciable qui est vraiment embêté par cette situation, qui va vraiment subir les conséquences? Quand vous n'aurez plus de garagiste pour réparer votre véhicule, effectivement, votre véhicule restera dans la rue. À l'heure actuelle, vous avez près de 900 000 et on va sans doute passer à 1 million de personnes qui peuvent bénéficier de cette aide juridictionnelle. Quand il n'y aura plus d'avocats qui seront plus intéressés pour travailler à 7 € de l'heure, eh bien, vous n'aurez plus personne dans les commissariats. Vous n'aurez plus non plus peu de personnes pour assurer la défense des plus démunis. C'est soi-disant une affaire de gros sous, viennent nous dire ceux qui n'ont pas très bien compris la chose. Non, c'est d'abord un service que l'on rend aux justiciables et que l'on annonce encore plus déficitaire qu'il ne l'est à l'heure actuellement. Les rapports parlementaires, y compris issus de la majorité actuelle, parlaient d'un doublement des indemnisations actuelles. Et là, on a une augmentation annoncée de 7%, inférieure au taux de la vie de 10% depuis 2007, puisque l'indemnisation n'avait pas été réactualisée depuis 2007. Sincèrement, ça n'est pas très sérieux. Vous disiez que vous vouliez continuer le dialogue justement avec la ministre des Sceaux. Qu'est-ce que vous proposez du coup parce qu'il y a quand même des économies à faire dans le contexte économique actuel et on ne peut pas trop faire autrement? Alors les économies, on les fait, et les sacrifices, on les fait, puisqu'effectivement, vous avez une aide indirecte qui est faite pour l'aide juridictionnelle, pour la commission d'office, puisque les avocats participent à tout le processus. Et on peut évaluer ça, peut-être 10 millions, 15 millions d'euros, ça a été fait. Donc d'ores et déjà, les avocats font des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices aussi quand on leur a dit de s'informatiser, ils sont informatisés. Et puis quand il y a eu une loi qui leur a demandé de se former, ils se sont formés. Et maintenant, on vient leur demander encore plus. Et les idées, elles ne manquent pas. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas la chancellerie. Et qui a une attitude qui est totalement sans aucun rapport avec les propositions qui ont été faites. Je crois que toute votre émission ne suffirait pas pour énoncer les possibilités d'action. Mais il y en a quelques-unes. Je ne citerai pas celle pour laquelle je suis, je vais vous les citer en vrac. Il y a une partie des professions juridiques ou judiciaires qui ne font pas de commission d'office ou de garde à vue. Peut-être qu'il pourrait y avoir cette forme de solidarité exprimée par d'autres professions que les avocats. Il y a des contrats d'assurance juridique. Il avait été question d'une taxation des contrats d'assurance juridique. Peut-être serait-elle à développer. Il y a énormément de pistes et c'est pour ça qu'on a peut-être été extrêmement naïf, car on pensait que ces dizaines de pistes qui existent avec la collaboration de tout le monde pouvaient aboutir avec un petit peu de bonne volonté et certainement pas avec des tonfas et avec des matraques. Eh bien, nous suivrons donc cette actualité et la mobilisation qui va justement continuer en attendant une réponse de Madame la Ministre des Sceaux. Merci Maître Pierre Bordesoul d'être venu avec nous en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Florent. Et depuis quelques jours, la commune de Rambouillet et ERDF ont lancé une première phase de travaux pour améliorer la desserte électrique de plusieurs lieux de la commune. Ces travaux sont tout près de la nationale 10 et ce chantier utilise une technique souterraine et peu connue. Ce matin, un forage de 95 mètres était réalisé. Mélanie Poquier était sur place. Regardez. À quelques mètres seulement de la route nationale 10 au niveau de Rambouillet, des travaux sont en cours. Rien d'inhabituel si ce n'est la technique employée. Sur ce chantier, il s'agit d'un forage dirigé. C'est une technique qui est beaucoup plus discrète qu'une tranchée classique. C'est également, sur le plan du développement durable, un atout puisqu'il n'y a pas, on n'a pas enlevé les terres avec des camions en général, donc il y a du CO2 qui est utilisé à cette occasion-là. La tige passe à environ 3,50 mètres sous la nationale. Le chantier évite ainsi la fermeture de la circulation d'un axe routier primordial pour la commune de Rambouillet et ses alentours. Les gravats, eux, sont ensuite aspirés. Donc de sécuriser un petit peu l'aspect humain et l'aspect des travaux, puisqu'on détecte exactement où sont situées les têtes. Et à ce titre-là, on respecte également le décret anti-endommagement des réseaux. Le bénéficiaire de cette partie du chantier, le centre de loisirs du château d'eau de la commune, il accueille 170 enfants.
Un chantier comme ça, c'est fondamental puisque le centre de loisirs est complètement refait, là où il se trouve. C'est la possibilité d'avoir une centaine d'enfants sur ce site et c'est forcément là où le lieu dans lequel il est bâti, il est construit, qui est proche de la forêt, c'est quelque chose de fondamental. Le tronçon réalisé aujourd'hui représente un investissement de 200 000 € de la part de RDF. En tout, 8 km de câbles de 20 000 volts seront remplacés d'ici le début de l'année 2016 pour un coût de 2 millions d'euros. Connaissez-vous le softball? C'est un sport dérivé du baseball qui est très populaire en Amérique du Nord et ce sont surtout les femmes qui le pratiquent. Hier à Montigny-le-Bretonneux, la sportive américaine Megan Willis, star du softball, a participé à un atelier. C'était un événement. La Floridienne a donné à cette occasion quelques conseils et astuces. Reportage de Mickaël Elmidoro et Elodie Moine. L'américaine Megan Willis, 30 ans, est l'une des meilleures joueuses de softball au monde, l'équivalent du baseball pour les féminines au pays de l'oncle Sam. Ce mardi, la joueuse professionnelle a animé un atelier avec des jeunes au stade Jean Maréchal de Montigny-Bretonneux pour présenter son sport. Au programme de la frappe, des sessions pour attraper la balle et de la défense. C'était une journée très spéciale aujourd'hui. C'était important pour moi d'être là et de voir autant de jeunes garçons et de jeunes filles. C'était vraiment fantastique de les voir jouer au softball et au baseball ensemble en France. On m'a dit comment on se plaçait en catcheur et comment on ne se plaçait pas en catcheur. Et plein d'autres choses. Cette rencontre exceptionnelle a été rendue possible grâce à un partenariat entre la Fédération française de baseball et l'ambassade des États-Unis. C'est exceptionnel parce qu'on a une athlète exceptionnelle. Et ce qui est important, c'est de saisir encore une fois ces opportunités pour montrer à nos jeunes, à nos licenciés en général d'ailleurs, ce qu'est vraiment le softball. Et pas simplement une démarche franco-française, c'est vraiment ce qu'on a de mieux aujourd'hui sur le softball mondial. On l'a ici à Montigny. Au total, plus de 60 joueurs de baseball et de softball se sont inscrits à la session pour avoir la chance d'être coachés par la Floridienne. Waouh, du coup, moi j'ai posé mon après-midi et ce que je me suis dit, je pense, avoir l'occasion de rencontrer une joueuse américaine professionnelle, je pense on n'aura pas beaucoup l'occasion dans une vie, donc j'ai sauté sur l'occasion et c'est super. Certaines filles ont le potentiel pour intégrer l'équipe nationale. Peut-être que l'une d'entre elles aura l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques de 2020. La tournée de Megan Willis en France s'achèvera fin octobre. Après Montigny-le-Bretonneux, l'américaine participera à des ateliers softball à Lyon et à Bordeaux. Et à France, miniature durant ces vacances de la Toussaint règne comme un petit air d'Halloween. Un petit peu avant l'heure, les chemins du parc sont en veille de citrouilles. Et les dimanches, des personnages étranges rôdent dans les allées. Étranges, mais ils ne sont pas si effrayants. Ils font des tours de magie inspirés des différents lieux du parc. Mélanie Poquet et Elodie Moine. Halloween, c'est dans quelques jours et pourtant, les monstres sont déjà là. Des monstres pas si méchants que ça et dotés de pouvoirs magiques. Il y a différents thèmes. On va sur Paris, on se fait guillotiner, on va vers le côté du roi Arthur, en Bretagne, on va dire, du côté de la forêt de Brocéliande. Et puis là, il se passe des choses curieuses avec une épée magique. Il va falloir la retirer, mais pas forcément la retirer d'un rocher, la retirer d'un coup. Incompréhension, timidité ou émerveillement, les tours de passe-passe des magiciens de l'association fonctionnent. J'aime bien la magie parce que c'est surprenant. Il y a plutôt des choses efficaces. Par exemple, le suspense, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vois mes enfants ébahis comme ça en train de regarder les jeux, les tests, franchement, les animations des magiciens, c'est magnifique. C'était sympa aussi de voir qu'il y avait des enfants qui font de la magie. Puis de me dire qu'ils ont dû commencer tôt pour faire ça. Et puis ils font bien la mise en scène et tout, c'était drôle. Les tours de magie à France Miniature, ce n'est pas terminé. Prochain rendez-vous pour les découvrir, dimanche 1er novembre. C'était la bonne carte. Et on a parfois tendance à se tromper sur la date. Alors le 1er novembre, c'est le jour de tous les saints. Et le jour des défunts, c'est le 2 novembre, donc lundi prochain. À cette occasion, certains d'entre nous iront dans les cimetières pour rendre hommage aux défunts ou encore fleurir les pierres tombales. La fleur la plus plébiscitée, c'est bien souvent le chrysanthème. Pour en parler avec nous ce soir en plateau, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Alors le chrysanthème est-il vraiment la fleur du deuil ? Alors pour la France, oui, le chrysanthème est la fleur la plus achetée en cette période. C'est 7 fleurs vendues sur 10 selon une synthèse de France Agrimaire, c'est l'établissement national
des produits de l'agriculture et de la mer. La synthèse porte sur l'année 2014. Chaque année, il y a plus de 21 millions de pots de chrysanthèmes qui sont vendus. Et toutes fleurs confondues, la période de la Toussaint, il y a près de 9,6 millions de foyers français qui achètent des végétaux. Ça représente un marché de 287 millions d'euros. Alors, est-ce que ça a été toujours la fleur la plus plébiscitée et d'où vient cette tradition, Mélanie? Alors, c'est assez récent parce que le chrysanthème est devenu la fleur des morts en 1919. Raymond Poincaré est alors président de la République et il exige que tous les monuments aux morts de France soient fleuris. Et la décision du président a facilité l'essor du chrysanthème. Il y a une petite chose à savoir, Florane, c'est qu'il n'y a qu'en France que le chrysanthème a cette notion mortuaire. En Asie, d'où il est originaire, c'est un symbole d'éternité, de grandeur et d'excellence. Alors pourquoi cette fleur est si appréciée en cette période par les Français? Alors c'est avant tout une question de résistance au temps par rapport à la plante. Je me suis rendue chez Marianne Denis, elle est fleuriste à Saint-Cyr-l'École. Déjà, première chose, c'est quand même une fleur de saison, même si on en trouve toute l'année. L'automne, c'est quand même la saison du chrysanthème. Autant on peut l'utiliser aussi pour décorer le parvis de sa maison aux couleurs de l'automne, autant c'est quand même plus largement utilisé pour fleurir les cimetières. Parce que c'est quand même résistant. Il y a de multiples fleurs sur un même pied, donc c'est vrai que du coup ça perdure. Le temps que les fleurs se renouvellent, etc., il y a une notion quand même de temps. Alors il y a deux sortes de chrysanthèmes, les grosses têtes ou les pomponnettes. Les pomponnettes, c'est des petites fleurs qui ornent les plantes. On peut les acheter en bouquet ou en pot et c'est souvent la deuxième solution qui est privilégiée par les Français. Par contre, si la fleur est résistante, elle mérite quand même de l'attention, des petits conseils de notre fleuriste. Il faut l'entretenir, au sens l'arroser bien sûr, mais aussi veiller à enlever les feuilles fanées ainsi que les fleurs fanées pour que la floraison dure le plus longtemps possible. Un chrysanthème bien entretenu, ça peut durer très longtemps? Quand même quelques mois. Enfin, peut-être, bon, après, il faut vraiment bien l'entretenir, mais bon, je pense que c'est quand même assez résistant. Alors, il faut avoir la main verte, mais si on souhaite changer du chrysanthème, est-ce qu'il y a d'autres plantes que l'on peut choisir? Oui, bien sûr, mais comme toujours avec les végétaux, le choix se fait par rapport à la saison. Par contre, si vous voulez éviter le fameux chrysanthème, il y a toujours les roses, les azalées ou les bruyères. Ces dernières sont d'ailleurs les deuxièmes plantes les plus vendues à cette période. Là aussi, ces plantes sont résistantes, elles apprécient l'humidité automnale. Mais ce qu'il faut faire, Florane, c'est surtout écouter ses préférences ou se rappeler celles du disparu, parce que la Toussaint, c'est avant tout une fête personnelle. Merci beaucoup, Mélanie. Et des fleurs automnales, il y en a aussi dans les jardins du château de Versailles. Le château de Versailles qui ouvre l'exposition tant attendue de la programmation de cette année dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV. Vous pourrez profiter de cette exposition intitulée Le Roi est mort jusqu'au 21 février 2016. Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude l'ont vu pour nous. Regardez. Draperie noire, tapisserie façon brocart, reconstitution du grand cénotaphe et jeu de lumière, une scénographie baroque exceptionnelle pour la nouvelle exposition au château de Versailles, Le Roi est mort. Cette exposition accorde à la scénographie une place toute particulière parce qu'elle est tout à fait dans l'esprit de ce que c'était, car toutes les cérémonies funèbres de Louis XIV ont été organisées par l'administration des menus plaisirs et c'était des décors éphémères, des costumes éphémères. Tout était fait pour la cérémonie, pour ce temps de deuil. Cette exposition permet de mettre en lumière la mort de Louis XIV, survenue le 1er septembre 1715, mettant fin au plus long règne de la monarchie française. De l'autopsie aux funérailles du roi Soleil, en passant par l'étiquette du deuil à la cour, tout le protocole y est détaillé. Les règles du deuil étaient les suivantes. Une couleur, la plupart du temps, c'est le noir. Ce qui est plus important, c'est la nature des vêtements. Tout ceci est très codifié, et notamment la longueur. Par exemple, la longueur du manteau, c'est les attributs qu'on porte, les épées, les livres que l'on tient à la main, les éventails, les coiffures, les bijoux. Tous ces détails dépendent de deux choses. Cela dépend de la personne pour qui on porte le deuil, et ça dépend de la personne qui porte le deuil. La mort du roi Soleil marque la fin de 72 ans d'absolutisme royal et offre la possibilité aux idées nouvelles du siècle des Lumières de se développer. Les premiers pamphlets vont faire leur apparition. La mort de Louis XIV, c'est
le début de la chute des jésuites en France, et c'est important, c'est la fin d'un gouvernement personnel et très autoritaire, plus de latitude, plus de tolérance, plus de possibilités dans le domaine de l'édition et de la presse. Il sera possible de profiter de cette exposition très riche en informations au château de Versailles jusqu'au 21 février 2016. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle édition du 7 le journal en direct. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sephora Namani et ses invités pour un nouveau numéro de kiosque. Je vous souhaite une très bonne soirée.